받고 있죠. Le président. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. La Chambre annonce ce qui suit aux partis et au public. Aujourd'hui, la Chambre entendra la déposition d'un témoin et non pas d'une partie civile. La Chambre entendra le témoin TCW 661. Celui-ci sera d'abord interrogé par l'accusation. Il y a une partie civile, la partie civile TCP 64, qui est en réserve. Huissier d'audience, veuillez faire rapport sur la présence des parties et autres personnes à l'audience. Le greffe. Toutes les parties sont présentes sauf l'accusé Yengsari. Il est absent pour raison de santé. Dans le document E237, il a renoncé à être présent pour la déposition de certains témoins et parties civiles, y compris le témoin d'aujourd'hui, TCW 661. Cela vaut également pour TCCP 64. Maître Verken, l'avocat international de Khieu Sampan, est absent en raison d'obligations personnelles. Le témoin TCW 661 est à la disposition de la Chambre. Il affirme qu'à sa connaissance, il n'a aucun lien de parenté, par le sang ou par alliance, avec l'une quelconque des parties civiles ou l'un quelconque des accusés Yengsari Khieu Sampan Nonchea. Ce témoin a déjà prêté serment. Ce matin. Merci. Le président. Merci. La Chambre a reçu de la défense de Yengsari un document du 1er octobre 2012 dans lequel l'intéressé était prêt à renoncer à être présent pour la déposition de 10 témoins et 6 parties civiles, y compris TCW 661. Compte tenu du rapport médical établi par le médecin traitant de l'hôpital de l'amitié khmero-soviétique en date du 19 octobre 2012, il apparaît que Yengsari reçoit des soins aux services généraux de cet hôpital. Il renonce à être présent pour la déposition de certains témoins et parties civiles. La Chambre décide donc d'entendre TCW 661 sans que ne soit présent M. Yengsari en application de la règle 81.5 du règlement intérieur. Huissier d'audience, veuillez faire entrer dans le prétoire le témoin TCW 661.
Le président. Bonjour, monsieur le témoin. Comment vous appelez-vous? Monsieur le témoin, vous pouvez vous asseoir, mais attendez que le voyant rouge soit allumé sur votre console. Ainsi, votre voix sera enregistrée et vos propos pourront être interprétés en français et en anglais. Donc, encore une fois, comment vous appelez-vous? Le témoin. Bonjour, monsieur le président. Je m'appelle Sok Chen. Le président. Merci. Quel âge avez-vous, monsieur Sok Chen? Réponse. 67 ans. Question. Où résidez-vous actuellement et quel est votre métier? Réponse. J'habite au numéro 13 du groupe 32, village de Kampong Krobei, commune de Svai Pau, district de Battambang, province de Battambang. Question. Quel est votre métier actuel? Réponse. Je suis à la retraite. Question. Quel est le nom de votre père? Réponse. Sok Suk. Il est décédé. Question. Et votre mère? Quel est son nom? Réponse. Yen Noon. Elle est également décédée. Question. Comment s'appelle votre épouse? Réponse. Kruit Sareuil. Elle vit à mes côtés. Question. Combien d'enfants avez-vous? Réponse. 5 enfants. Le président. Merci, monsieur Sokchin. Comme indiqué par le greffe, à votre connaissance, vous n'avez aucun lien de parenté, par alliance ou par le sang, avec l'une quelconque des parties civiles reconnues dans ce dossier, ni avec l'un quelconque des 3 accusés, Nguyen Chea, Ieng Sary et Kyo Sampan. Est-ce exact? Réponse. C'est exact. Question. Le greffe a indiqué que vous aviez prêté serment avant d'entrer dans le prétoire. Est-ce exact? Réponse. Oui. Le président, la Chambre va vous informer de vos droits et obligations en tant que témoin. Monsieur Sokchen, en tant que témoin qui comparaît devant la Chambre, vous avez la possibilité de refuser de répondre ou de faire des commentaires lorsque vous estimez que vous risquez de vous exposer à des poursuites. Si vous pensez que vos commentaires ou vos réponses sont susceptibles de vous incriminer, vous pouvez refuser de répondre à la question. En tant que témoin, vous devez par ailleurs répondre à toutes les questions qui vous seront posées par les parties ou par les juges. Il vous appartient de dire la vérité sur ce que vous avez vécu, vu, observé, entendu, directement. S'agissant des événements qui seront abordés par les parties dans les questions qu'elles vous poseront. Avez-vous compris les droits et obligations qui sont les vôtres en tant que témoin? Réponse oui. Question. Monsieur Sokchen, avez-vous été entendu par les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction au cours de ces dernières années? Si oui, à combien de reprises et où ces auditions ont-elles eu lieu?
Réponse. J'ai été interrogé une fois chez moi. Question. À quel moment était-ce? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. Non, je ne m'en souviens pas. Question. Avant de comparaître devant cette chambre, est-ce que vous avez examiné ou relu le procès-verbal de votre audition établi par les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction, et ce pour vous rafraîchir la mémoire? Réponse. J'ai lu ce document à plusieurs reprises. Question. À votre connaissance, est-ce que le procès-verbal d'audition de témoins que vous avez lu pour vous rafraîchir la mémoire est conforme aux propos que vous avez prononcés durant votre audition effectuée par les co-juges d'instruction et leurs enquêteurs? Réponse. Oui, ce document est conforme à ce que j'ai dit. Et il est exact. Le président, comme annoncé, l'accusation va avoir la parole en premier lieu. L'accusation et la partie civile disposeront seulement de cette matinée pour leur interrogatoire. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour à toutes les personnes ici présentes. Bonjour Monsieur Sokchun, je m'appelle Wei Hot. Je représente le bureau des coprocureurs. J'ai quelques questions à vous poser. Si vous ne comprenez pas mes questions, je vous prie de me demander de répéter, soit directement, soit en passant par le président. Monsieur le Président, j'aimerais que l'on présente aux témoins le document E232/76. Le Président, je vous en prie, veuillez remettre ce document aux témoins. Sokchun លោកកុំអាលតនមើលឯកសារនេះនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហាញចំណុចណាដែលលោកមើលចាំលោក Monsieur Sokchun, vous n'avez pas à consulter le document dès à présent. Je vais indiquer les passages pertinents lorsque je poserai mes questions. Après le 17 avril 1975, quelles ont été vos fonctions? Réponse. J'ai été employé de la compagnie ferroviaire qui s'appelait les chemins de fer royaux du Cambodge. L'accusation. Ma question portait sur la période qui a suivi le 17 avril 1975 et non pas sur la période qui a précédé cette date. Réponse. J'étais cheminot chargé de la réparation des
voie ferrée. Question. Sous la supervision de qui travaillez-vous? Réponse. Je travaillais sous le contrôle des soldats Khmer Rouge. Question. Vous travaillez sous le contrôle des militaires. Pouvez-vous citer le nom des officiers militaires en question? Réponse. Je travaillais sous le contrôle de Tamom. Question. À la question et réponse 7, qui est mise en évidence en vert dans le document que vous avez sous les yeux. Comment saviez-vous que Tamom contrôlait des milliers de personnes, dont des enfants? Comment avez-vous obtenu ces informations? Réponse. Il était responsable de tous, hommes, femmes, enfants, dans ce secteur. Question. Vous dites donc que c'était le responsable. Est-ce que cela veut dire qu'il forçait les gens à travailler? Réponse. Il forçait les gens à travailler et à étudier la ligne politique du parti. Question. Qu'en est-il des jeunes enfants? Est-ce que Tamom les faisait participer à étudier la ligne politique? Est-ce que vous avez vu que Tamom forçait ces jeunes enfants à travailler? Réponse. Les enfants de moins de 6 ans pouvaient rester à la crèche. Quant aux plus de 6 ans, ils étaient forcés à travailler à différents endroits. Question. J'aimerais obtenir des éclaircissements sur plusieurs points. Par exemple, si un train déraillait, nous aurions été exécutés. C'est vous-même qui le dites, à la réponse 7. Voici donc ma question. Sous ce régime, est-ce que des trains ont déraillé? Et, le cas échéant, des gens ont-ils été exécutés à cause de cela? Et, troisièmement, de qui avez-vous appris ces informations? Réponse. Je n'en savais rien, mais nous l'avons appris par les documents que nous étudions. On nous avertissait d'être vigilants et d'éviter que des trains ne déraillent, auquel cas nous nous ferions tuer.
Question. Toujours dans la même réponse. Vous dites « on aurait été exécuté ». Vous auriez été exécuté, mais par qui? Réponse. Ici, il s'agissait de Tamum et des soldats qui étaient ses subordonnés. Question. À la réponse 13, il y a un passage qui est mis en évidence dans la version papier que vous avez sous les yeux. Vous dites ici que vous n'osiez pas parler parce que vous aviez peur d'être emmené et exécuté. Voici donc ma question. Avez-vous jamais vu des gens qui se sont fait exécuter pour avoir parlé, ou bien est-ce que vous avez eu vent de ce genre d'événement? Réponse. Non, mais nous l'avons appris dans le cadre des sessions d'études. On nous disait que nous devions faire attention à ce que nous disions. Et que si nous disions quelque chose de faux, nous nous ferions tuer. Question. Qui était habilité à décider que telle ou telle personne devait être tuée sous ce régime? À quel niveau hiérarchique ce type de décision pouvait-elle être prise? Réponse. Je ne savais pas à quel niveau cela pouvait être décidé, mais c'est Tamum qui assurait le contrôle et donc il pouvait prendre toute décision qui lui semblait bonne. Ma question suivante porte sur l'approvisionnement en nourriture. Vous avez déclaré que Tamum avait la responsabilité de plusieurs milliers de personnes, y compris des enfants jusqu'à l'âge de 7 ans. En ce qui concerne ce nombre de personnes ainsi que les enfants, est-ce que ces personnes étaient des personnes du peuple de base ou s'agissait-il de personnes qui avaient été évacuées de Phnom Penh? Réponse. Ces personnes étaient certainement les nouveaux arrivés, le peuple nouveau qui avait été évacué de Phnom Penh. Aucun d'entre eux n'appartenait au peuple de base. Question sur le même sujet. Il y avait beaucoup de personnes, plusieurs milliers. Pouvez-vous, s'il vous plaît, indiquer à la Chambre quelle était la ration alimentaire? Réponse. La nourriture n'était pas distribuée de manière égale. Par exemple, sur les lieux de travail, les travailleurs recevaient une bouillie de riz épaisse, tandis que dans les autres endroits,
la bouillie était allongée. Question. Avez-vous un souvenir quelconque de ce qui est advenu des personnes malades, par exemple des enfants ou des femmes qui tombaient malades, et comment est-ce que ces personnes étaient traitées? Réponse. À cette époque, lorsque une personne tombait malade, elle était envoyée à l'hôpital. Les parents ne pouvaient pas accompagner leurs enfants et quiconque était assez grand ou était un adulte tombait malade, il se retrouvait seul à l'hôpital sans personne pour les accompagner. Question. Pouvez-vous nous parler de la tenue vestimentaire? Réponse. Ces personnes portaient des vêtements en haillons ou n'importe quel morceau de tissu sur lequel ils avaient pu mettre la main au cours de l'évacuation. Question. J'aimerais que vous reveniez au document. Question numéro 11. J'ai également surligné cette question afin que vous puissiez repérer rapidement le sujet de ma question. À la question 11, comme vous l'avez déjà déclaré, la ration alimentaire était inadéquate. Les patients n'étaient pas soignés de manière appropriée. Et les enfants et les femmes portaient des haillons. Et vous nous dites que Tamoum devait faire rapport directement. Mais à qui devait-il faire directement ces rapports? Réponse. Il faisait des rapports à l'échelon supérieur à Phnom Penh. Merci. Ma question suivante, dit le procureur, est la suivante. En matière de nourriture, il n'y avait pas assez pour nourrir adéquatement ces quelques milliers de personnes. Avez-vous jamais obtenu une information quelconque pour savoir si Tamoum avait participé à des réunions d'études politiques dans les échelons supérieurs et s'il avait, par exemple, été un des exposants lors de sessions d'études dans ce camp? Je n'en sais rien, je n'ai aucune idée des leçons qu'il aurait pu acquérir. Question. J'aimerais également vous demander de confirmer au sujet de la question 11. Vous dites que Tamoum s'était rendu à Phnom Penh pour participer à des sessions d'études. Pouvez-vous indiquer à la Chambre comment vous avez obtenu cette information? Réponse. J'ai appris cela au cours de mon travail
dans les chemins de fer. J'ai vu qu'il s'était rendu à Phnom Penh et qu'il avait pris le train pour s'y rendre. Question. Après que Tamom eut participé à ces sessions d'études ou reçu des instructions à Phnom Penh, lorsqu'il était de retour au niveau local, est-ce qu'il vous enseignait ou bien vous transmettait des informations, par exemple, portant sur l'économie, et ce, aux personnes qui étaient autour de vous ou à vous-même? Réponse. Lorsqu'il revenait des sessions d'études auxquelles il avait participé, il organisait une réunion où les travailleurs et ses subordonnés étaient tenus d'être présents. Question. Pouvez-vous être plus précis en ce qui concerne la teneur de ce qu'il étudiait à Phnom Penh? Quels étaient les thèmes abordés lors de ces sessions d'études et qu'il partageait ensuite avec vous lors de son retour? Réponse. Au cours des sessions d'études, des thèmes tels que le renforcement de la position politique étaient les thèmes enseignés par voie d'exposé. Question. Et qu'en était-il de thèmes tels que l'économie ou la nourriture? Comment est-ce qu'il vous transmettait ces informations à vous et aux autres personnes qui étaient là-bas? Réponse. Il nous indiquait qu'il fallait se concentrer sur les tâches centrales, sur le travail social, sur la production. Mais la nourriture ne changeait pas. On n'avait que de la bouillie de riz. Question. Excusez-moi, je voulais également vous poser une autre question à ce sujet. Vous nous dites que l'on vous demandait d'améliorer la production et de produire du riz. Qu'advenait-il du riz qui était planté et récolté? Pourquoi est-ce que les gens ne recevaient que de la bouillie de riz? Réponse. Moi, je ne sais pas où le riz récolté était emmené. Peut-être est-ce qu'il était entreposé dans les entrepôts, dans les hangars, parce que je savais qu'il y avait des hangars où l'on entreposait le riz, mais je ne sais pas comment tout ceci était géré. Question. Je vais passer à présent, sans vous parler de questions économiques, je voudrais passer aux questions de communication militaire. En ce qui concerne la question numéro 19, cette question est liée à votre transfert lorsque vous avez été muté ou transféré à Posat. À Pursat. Donc sur la route de Leach, dans la province de Pursat. Ma question est la suivante. Qui a ordonné ce transfert et quand est-ce que cela s'est produit? Réponse. Tamum est venu de Battambang jusqu'à Pursat en train
pour m'y emmener. Question. Dans la région de Pursat, Tamoum avait-il la responsabilité du secteur ou bien est-ce que ce secteur était sous contrôle militaire, d'après ce dont vous pouvez vous souvenir? Réponse. Tamoum avait la responsabilité et les militaires étaient à ses ordres. Je vous remercie. À la question numéro 19, vous répondez aux enquêteurs que les soldats armés assuraient la garde des personnes et leur disaient quand et où ces personnes pouvaient quitter le train. Comment avez-vous appris ou su que les soldats rassemblaient les personnes et les surveillaient et s'occupaient de leur bien-être? Est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que vous en avez entendu parler? Réponse, c'est ce que j'ai vu. J'en ai été le témoin direct parce que j'étais un des travailleurs qui travaillait sur la voie. Et j'ai vu cela se produire. Question. Vous souvenez-vous encore du moment auquel vous avez été le témoin de ces événements? Je n'ai pas souvenir des dates, dit le témoin, mais les personnes avaient été évacuées, transportées par chemin de fer et le train se rendait à Leach où leur biographie était établie. Question. J'aimerais vous poser des questions plus spécifiques, mais cette fois-ci ne portant pas sur Tamoum. Je voudrais vous parler à présent des personnes qui étaient dans les trains. Avez-vous pu observer qu'il y avait des jeunes ou des enfants ou des vieillards, des personnes malades dans les trains et quel était leur état? Réponse. Il y avait différentes personnes appartenant à différents groupes d'âge, des jeunes, des malades, des vieillards, qui étaient transportés et amenés au site de Leach, où il restait quelques jours ou même une semaine avant d'être transférés vers d'autres lieux. Question. Je voudrais vous poser une question concernant les soldats qui assuraient la garde de chaque voiture
Combien de soldats étaient assignés à la garde de chaque voiture dans un train? Réponse. Pour chaque voiture, il y avait 2 soldats qui assuraient la garde des personnes ou des passagers. Question. Vous souvenez-vous d'avoir vu des personnes appartenant au peuple Cham qui voyageaient dans ce train également? Réponse. Non, je n'ai pas vu de Cham en particulier, mais j'ai pu observer que les personnes qui voyageaient dans le train venaient de tous les secteurs de la société, étaient mélangées. Il se peut qu'il y ait eu des Cham et d'autres personnes voyageant ensemble. Question. J'aimerais à présent passer à une autre question portant sur la structure militaire. Et je ne vais pas vous poser de questions concernant le nombre de personnes par voiture. Après que les personnes soient descendues du train, quelle était l'unité qui les prenait en charge et les transportait de la gare vers les lieux respectifs où ils devaient se rendre? Est-ce que les personnes étaient transportées par des militaires uniquement? Réponse. Je ne sais pas. Je crois que ces personnes étaient transportées tant par des militaires que par des civils, parce que parfois j'ai vu des convois militaires qui venaient les prendre en charge. Question. Avant que les personnes soient transportées à partir de Liège, pouvez-vous vous tourner vers la question-réponse 23? Vous avez déclaré dans votre réponse en numéro 23 que toutes les personnes se sont vues établir ou vérifier une biographie. La question, est-ce que cette biographie a été établie ou vérifiée sur place avant leur transport, ou est-ce que ces biographies étaient établies ultérieurement? J'espère que vous avez compris ma question, sinon vous pouvez me demander de la préciser ou de la reformuler. Réponse. Pour ce qui concerne ceux qui avaient été évacués de Phnom Penh, suivant l'ordre donné par Pol Pot, ces évacués étaient en un lieu où leur biographie était établie. Ces personnes étaient ensuite transportées à Liège pour être aiguillées sur d'autres destinations, parfois jusqu'à Battambang, par exemple. Question. Donc, d'après votre déclaration et ma compréhension de ce que vous nous avez dit, ces biographies étaient d'abord établies avant que l'on aiguille ces personnes vers des destinations spécifiques. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est exact.
Merci. Question? Saviez-vous ce qu'il est advenu des anciens soldats, officiers et fonctionnaires de l'ONU une fois que leur biographie eût été établie? Réponse. Ma responsabilité était de travailler à Swai-Sisupong et c'est Ankar qui m'avait mis là. J'ai vu ce qui arrivait aux soldats qui étaient transportés en camion et en train. Ils venaient de Thaïlande. Et j'ai pu observer qu'ils étaient complètement équipés. J'ai vu qu'ils qu'ils montaient dans les trains et les camions. Je n'ai aucune idée de leur destination. C'est ce qui s'est passé à Swai-Sisupong. Question. Je pense que je n'ai qu'une seule question à vous poser avant de laisser mon collègue vous poser d'autres questions. La dernière question que j'aimerais vous poser est la suivante. Vous avez vu des soldats qui étaient transportés en train. Ma question est la suivante. Connaissez-vous Tulpochri? Réponse, non. Je n'ai jamais entendu parler de Tulpochri auparavant. Le procureur, je vous remercie, Monsieur Sokchin, pour les réponses que vous avez fournies à toutes mes questions. Je remercie également le président, mesdames et messieurs les juges qui m'ont permis de poser ces questions. Je vais à présent donner la parole à mon collègue. Good morning, Your Honours. Good morning, Council. Bonjour, le président, mesdames et messieurs les avocats, monsieur Sokchin, je vais vous poser quelques questions supplémentaires pour assurer le suivi des questions qui viennent de vous être posées par mon collègue. Et comme vous avez changé de lieu de travail au cours de la période Khmer Rouge, pourrait-on en premier lieu préciser l'endroit où vous avez travaillé à chaque étape successive lors de vos déclarations aux enquêteurs, question numéro 2, on a dit qu'avant le 17 avril, vous étiez en fait un contrôleur, vous vendiez les tickets de train, c'est pour cela que vous aviez été formé, puis vous avez été transféré de Mangroussei, Battambang vers Swai-Sisupong. Alors ma question est, quand est-ce que vous avez été transféré et pouvez-vous nous donner le nom exact du lieu où vous avez été transféré? Réponse. C'est en 1967 que j'ai commencé à travailler. C'était en 1970. J'ai été transféré de Mangroussei à Swai-Sisupong, à Swai-Sisupong. Bon, merci d'avoir précisé cela. Est-ce que Swai-Sisupong se trouve dans ce que l'on appelle aujourd'hui la province de Bantam-Aceh? Réponse, oui, c'est exact.
Et avez-vous continué à travailler dans cet endroit jusqu'à 1975? Réponse. Oui. D'après vos déclarations, question, et dans la réponse numéro 4, lorsque les Khmers rouges sont arrivés au pouvoir, ils ont éliminé la vente des tickets de train. Vous avez donc été assigné à la réparation des voies. Et vous avez témoigné auparavant sur le fait que Tamum vous a transféré de Sarai Supon pour travailler à Prasat. Pouvez-vous nous dire quand vous avez été transféré? Était-ce en avril 1975 ou plus tard que l'on vous a que Tamum vous a fait vous rendre à Pursat? Réponse. Et c'était au lendemain de 1975. Je crois que c'était quelques mois après avril 1975. Question. Et si j'ai bien compris votre déclaration, en réponse numéro 7, vous déclarez que vous avez travaillé dans la commune de Trapengchong. Si je ne me trompe, c'est dans le district de Wakang. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est exact. J'ai travaillé à Trapengchong. Et là, j'avais la responsabilité de la réparation des voies sur une longueur de 21 km. Question. Mais donc, Tamum, dont vous nous avez dit tout à l'heure qu'il avait la charge de ce secteur, ai-je bien compris votre déclaration selon laquelle il a été transféré avec vous de Serei Sisupang jusque-là? Est-ce que j'ai bien compris votre déclaration? À cette époque, Tamum n'était pas encore en place. Il n'est arrivé qu'après la prise du pouvoir par les Khmers rouges. Et pouvez-vous me dire quand, si j'ai bien compris, vous êtes arrivé à Trapengchong à peu près 4 mois après la prise du pouvoir par les Khmers rouges? Vous souvenez-vous du moment auquel Tamum est arrivé pour prendre le contrôle de cette zone? Tamum Tamum était chef de secteur. Moi, je travaillais au niveau du Sankat ou de la commune. Il y avait environ 6 communes dans ce secteur. Dans cette commune, j'étais responsable d'un tronçon de voie ferrée de 21 km. Question. Pour gagner du temps, passons à la suite. Le superviseur de votre groupe était une personne du nom de Tamik, n'est-ce pas? D'après votre déclaration, il était responsable de la commune. Est-ce exact?
Réponse. Non, Ta Meak était chef de commune. Ce n'était pas au niveau du village, mais bien de la commune. Il était responsable de la politique et d'autres affaires, y compris les sessions d'études, ainsi que les conditions de vie du peuple. Et il était aussi responsable de ce tronçon de voie ferrée de 21 km. L'accusation. Je pense qu'il y a peut-être un problème d'interprétation. Passons aux événements que vous avez décrits à mes confrères. Prenons la réponse 15 du PV d'audition. Je vais lire un bref extrait. Voici ce que vous dites. J'ai vu passer des trains 2 fois par semaine. Les trains étaient composés de 20 à 25 wagons qui servaient en général au transport des marchandises. Chaque wagon transportait de 40 à 50 personnes. Le transport se faisait en 2 étapes. Première étape après avril 75, à savoir octobre, novembre, décembre, les habitants étaient transportés de Phnom Penh. Je voudrais parler de ce transfert-là, de façon plus détaillée. C'est donc en octobre, novembre et décembre que vous avez vu ces trains composés de 20 à 25 wagons et qui transportaient des gens. Est-ce exact ? Réponse. Effectivement. Question. Je sais que c'était il y a longtemps, mais vous rappelez-vous si cela a continué durant toute la période octobre, novembre, décembre? Est-ce que ça a été une plus courte période, une plus longue période? Réponse. Je ne m'en souviens pas exactement. Ça a continué jusqu'au mois de décembre pour cette étape-là. Question. D'après ce que vous dites, vous avez vu ces trains alors que vous travailliez à Tropangchong dans la province de Pursat, n'est-ce pas? Réponse. Effectivement. Je travaillais le long du chemin de fer. Les trains passaient et je les voyais. Question. À mon confrère, vous avez dit avoir vu des hommes, des femmes, des enfants, des malades. Étaient-ils dans les trains dont vous avez parlé? Réponse. Effectivement, j'ai vu ces gens à bord des trains. Question. À la réponse 18 du PV d'audition, vous parlez des gens qui surveillaient les passagers des trains. Vous dites que c'était des soldats de Pol Pot et qu'ils étaient armés. Comment saviez-vous, ou plutôt,
Saviez-vous d'où venaient ces soldats? Réponse. Je ne savais pas d'où venaient ces soldats, mais je les ai vus à bord des trains. Ils portaient des armes. Ils escortaient les passagers. Mais je ne savais pas exactement d'où ils venaient. Question. À la réponse 19, vous dites qu'à Poursat, parfois le train s'arrêtait sur la route de Liège. Avez-vous vu des trains s'arrêter à Poursat? Réponse. Les trains qui transportaient des passagers ne s'arrêtaient pas à la station provinciale, mais bien à différentes destinations dans le district ou près de la forêt. Ils s'arrêtaient à différentes gares, mais non pas dans la gare principale de la province. Question. Avez-vous vu certains de ces trains s'arrêter? Réponse. Quand ils s'arrêtaient près d'une forêt, en réalité, je ne l'ai pas vu, mais c'est le chauffeur du train qui me l'a dit. Moi, je n'ai vu le train s'arrêter qu'à Liège. Question. Passons à Liège. À la réponse 19. Vous dites que les gens restaient une semaine à Liège en attendant d'être transportés dans des camions militaires et civils pour les emmener ailleurs. À mon confrère, vous avez dit avoir vu des camions militaires qui venaient chercher certains de ces gens. Était-ce à Liège que vous avez vu ces camions venir chercher des gens? Réponse. Oui, j'ai vu ça de mes propres yeux. Les gens ont reçu l'ordre de descendre et de rester à proximité des voies ferrées. Question. Quelle distance sépare Liège de Trapangchong, l'endroit où vous aviez travaillé? Réponse. Je travaillais au sein d'une brigade itinérante. Parfois, je devais me déplacer pour aller aider d'autres travailleurs afin de réparer les voies ferrées à temps pour le passage des trains. Mais je ne peux pas vous indiquer quelle distance sépare ces deux endroits. Question. Pour être sûr d'avoir bien compris,
Vous avez donc vu des trains passer à Pursat à différents endroits et vous les avez vus s'arrêter à Liège. Est-ce un résumé fidèle de ce que vous avez vu? បាទត្រឹមត្រូវឃើញបែបហ្នឹង Réponse, effectivement. The people, you mentioned earlier that you saw Question. Vous dites avoir vu des gens descendre du train à Liège. À mon confrère, vous avez dit que parfois ils attendaient jusqu'à une semaine. C'est aussi ce qu'on retrouve dans le PV d'audition. À la réponse 19 à nouveau. Je vais citer. Personne ne pouvait quitter parce que les gens étaient surveillés. Les malades sont morts sur place. Avez-vous vu des gens mourir alors qu'ils attendaient à cet endroit? Réponse. J'ai moi-même enterré les corps. Il y avait des corps en décomposition le long des voies ferrées. Nous avons donc dû enterrer ces corps. Question. J'aimerais revenir en arrière. Les gens qui attendaient à Liège, combien étaient-ils environ à chaque moment? 100 personnes, 200 personnes, plusieurs centaines, moins que cela? Réponse. Chaque wagon pouvait contenir de 40 à 50 personnes. Si on avait 20 wagons, vous pouvez faire le calcul vous-même. Question. Je ne suis pas très bon en maths, mais si l'on a 20 wagons, ça fait un total d'environ 1000 personnes, si on prend les chiffres que vous avez cités. Est-ce que cela vous semble précis? Environ 1000 personnes par train. Réponse. Il est difficile d'estimer le nombre de gens qui étaient à bord du train. Parfois, il y avait 40 à 50 personnes par wagon. Moi, j'ai vu que chaque wagon était plein. Il y avait un mélange de personnes âgées, d'enfants et d'autres. Question. D'après ce que vous avez dit, ces gens étaient surveillés dans le train. Vous avez dit également qu'ils ne pouvaient pas partir alors qu'ils attendaient à Liège. À la réponse 17, en réponse à la question de savoir si ces gens avaient l'air heureux, vous dites non. Pouvez-vous préciser quelles étaient les conditions de vie de ces gens? Que vouliez-vous dire en indiquant que ces gens n'avaient pas l'air contents? កាលដែលប្រជាជនជលៀសនៅពេលនោះក្នុងមួយគ្រួសារ Réponse. Je pensais que les évacués recevaient une boîte de riz pour 10 personnes. Ils n'avaient que peu d'effets personnels, quelques vêtements,
quelques riels. Ils n'avaient pas assez à manger. J'ai pu constater sur leur visage qu'ils n'étaient pas contents de leurs conditions de vie. Question. À ce moment-là, avez-vous pu parler avec certains d'entre eux? Réponse. Non. Je devais m'occuper de mes affaires. Depuis mon lieu de travail, je ne pouvais qu'observer. Question. Dans votre unité de travail, les gens étaient-ils autorisés à parler aux soldats ou aux civils qui passaient par Liège? Réponse. Mon rôle consistait à réparer les voies ferrées. Je n'osais pas leur poser de questions. Je faisais de mon mieux pour effectuer les tâches qui m'étaient confiées par le supérieur. Je ne m'éloignais pas de mon lieu de travail et je ne leur posais pas de questions. Question. Dans le prolongement de votre réponse, vous dites que vous n'osiez pas poser de questions. Pourquoi pensiez-vous ne pas pouvoir poser de questions? Cela répondait-il à une raison particulière? Réponse. Nous devions nous occuper de nos affaires. Pour poser des questions, il fallait y être autorisé par les supérieurs. Quant à moi, je devais faire mon travail et ne pas poser de questions. Question. Avez-vous reçu des instructions dans ce sens de la part de Tamoum ou de Taniek? Réponse. Chaque jour, nous assistions à une session d'études présidée par Tamoum. On nous disait de se concentrer sur le travail qui nous était confié. Nous devions faire le travail qu'on nous disait et manger ce qu'on nous donnait à manger. Nous n'avions pas le droit de protester ou de réclamer. Question. Vous a-t-on dit ce qui pourrait arriver à quelqu'un qui aurait protesté? Question. Tout d'abord, cette personne serait critiquée. La deuxième fois, il y aurait à nouveau des critiques et à la troisième fois, cette personne serait envoyée se faire rééduquer. Certains de mes anciens collègues ont été envoyés à la rééducation et ne sont jamais revenus. Question. Savez-vous ce qu'il est arrivé à vos collègues qui ne sont jamais rentrés? Réponse. Je n'en savais rien. Ils sont partis à la rééducation, mais ils ne sont jamais rentrés dans notre unité. Question.
Revenons aux conditions de vie des évacués dont vous avez parlé. Vous dites avoir enterré certains corps en décomposition, vous-même. Combien de corps environ y avait-il à Liège? Réponse. J'ai enterré les corps de ceux qui étaient morts le long des voies ferrées. L'odeur nous empêchait de travailler et donc nous avons dû enterrer ces corps. Pour ce qui est des autres corps plus loin des voies ferrées, nous ne les avons pas enterrés. Donc plus loin, ces corps ont été couverts. Ils étaient le long des digues ou des routes, mais ces corps-là, nous ne les avons pas enterrés. Nous n'avons enterré que les corps qui étaient près de la voie ferrée. Question. Pouvez-vous dire approximativement combien de cadavres vous avez vus au total, le long de la voie ferrée et plus loin? 10 corps, 5 corps, 20 corps? Pouvez-vous nous donner une approximation? បាទខ្ញុំមិនអាចប៉ាន់ប្រមាណបានទេពីព្រោះ Réponse. Je ne peux pas vous donner d'estimation. Parfois, je voyais des cadavres qui étaient recouverts. Le lendemain, ils avaient disparu. D'autres jours, je voyais des corps ailleurs. Je ne peux donc pas faire le calcul du nombre total de corps que j'ai vus. Question. Pour être plus précis, combien de corps avez-vous personnellement enterrés? Réponse. J'ai enterré un corps près de la voie ferrée, mais je n'ai pas enterré les corps qui étaient plus loin des voies ferrées. Question. Je vais poser une question dont la réponse vous semblera peut-être évidente, mais je voudrais que cela soit dit pour qu'il en soit acté. Comment saviez-vous que les corps que vous avez vus étaient ceux des personnes évacuées, des personnes qui avaient été transférées par train? Réponse. C'était une zone calme, il n'y avait pas d'habitants, seuls les évacués passaient par là. Je me suis dit que les corps n'avaient pas pu être enterrés à temps parce que les membres de la famille des morts avaient été envoyés dans des coopératives parce que, à part ça, personne ne vivait dans cette région. And if I can ask you a couple more questions on this location in Liège. Question. À propos de Liège. À la réponse 22. Vous dites que vous vous souvenez que certains ont été contraints à quitter le train, tandis que d'autres ont continué leur voyage vers la province de Battambang. Premièrement, les gens qui ont été forcés à descendre du train, où ont-ils été emmenés?
Réponse. Je ne savais pas quelles dispositions avaient été prises concernant ces gens. Parfois, des gens descendaient à Liège. Parfois, ceux qui étaient dans un ou deux wagons y restaient. Et le train partait pour la province de Battambang. Je ne savais donc pas quelles dispositions précises étaient prises. Question. Vous dites que certains ont été forcés à descendre du train. Ce sont donc les soldats qui les forçaient à descendre, ou bien s'agissait-il de quelqu'un d'autre? Réponse. À Leach ou ailleurs, les gens qui devaient descendre du train étaient placés sous le contrôle des militaires. Seuls des militaires et pas de civils exerçaient le contrôle, et ils étaient armés. Question. Dans le même paragraphe, vous dites que le train allait retourner à Phnom Penh pour chercher d'autres gens et ensuite revenir. Donc, le train allait retourner à Phnom Penh ou vers le sud, embarquer d'autres gens et revenir vers Pursat. Est-ce comme cela que cela s'est passé, d'après ce que vous avez vu? Réponse. Effectivement, ce que j'ai indiqué dans ma déclaration est exact. Question. À mon confrère, vous avez dit que les soldats de Tamum, ou plutôt que Tamum, contrôlaient tous les soldats de cette région. Est-ce que ces soldats ont participé à ce transfert d'habitants qui passaient par Pursat? Réponse non. Les soldats étaient embarqués dans le train depuis Phnom Penh et ils faisaient l'aller-retour entre Phnom Penh et leur destination pour reprendre des nouveaux passagers. Donc ces soldats, on les voyait dans les voitures et ils étaient dans le train, dans les deux sens. Question, est-ce que Tamum ou Tamik vous ont jamais donné des instructions ou fourni des informations concernant ces trains qui passaient par là, transportant des personnes? Réponse, non. Ce ne fut pas le cas. Je pense que Tamum et Tamek n'étaient pas au courant de cela, parce que j'ai observé cette situation uniquement parce que je travaillais le long de la voie. Le président interrompt et dit: je vous remercie, monsieur le coprocureur, merci témoin. Le moment est donc venu de lever la séance qui reprendra
lever l'audience qui reprendra à 11h moins 10. L'huissier veillera à pourvoir aux besoins du témoin pendant cette interruption.